Africa. We are Africa. I am Africa. I am Africa. Ladies and gentlemen, please welcome back Denise. Nous recevons à nouveau Denise Ebouté. Bonsoir et bienvenue pour cette première. Au New York Forum Africa, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Akamanzi, directrice des opérations de l'Agence de développement du Rwanda, Madeleine Baird, présidente du patronat gabonais, et Étienne Giraud, président du Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIAN. Étienne Giraud, je vais commencer par vous parce que cet après-midi, vous représentez la minorité visible. Vous êtes en contact régulier avec l'Afrique depuis bientôt 3 décennies, si je ne m'abuse. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de croire en l'avenir de ce continent? Merci Denise. Oui, je suis la minorité visible à double titre, donc je vous remercie de m'avoir passé la parole en premier. Oui, cela fait 30 ans que je circule dans tous les pays du continent africain et oui, j'ai vu un changement très fort qui est maintenant aujourd'hui particulièrement manifesté par ce forum aujourd'hui même et ces jours derniers, et je trouve que c'est la manifestation de ce changement. Dans les années 90, l'Afrique était vue comme un continent à crise, avec un taux de croissance faible, et pour convaincre les investisseurs de venir développer des affaires sur ce continent, c'était très difficile. Aujourd'hui, on est passé dans une atmosphère totalement différente, qui est un afro-optimisme, dans lequel il ne faut pas trop tomber, parce qu'il y a des problèmes et des obstacles à résoudre. On verra tout à l'heure qu'il y a des conditions nécessaires au changement. Mais en tout cas, il y a des fondamentaux qui plaident pour le développement de ce continent. D'abord, il y a 2-3 chiffres, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, je vais en donner 2 simplement, qui, moi, me frappent beaucoup. Il va y avoir 1,2 milliard d'Africains de plus dans les 30 ans qui viennent. La Terre n'a jamais vu ça. Notre globe terrestre n'a jamais eu une telle croissance démographique depuis qu'il existe. Et le deuxième chiffre, c'est 700 millions d'Africains vont être urbanisés dans les 20 ans qui viennent. Est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire que d'accueillir 700 millions d'hommes de plus dans les villes en termes de travaux d'infrastructure, de traitement des déchets, de logement, de communication, d'alimentation en eau, etc. C'est donc un défi énorme. Et je dirais qu'avec ces chiffres, même si on ne fait rien d'une manière mécanique, la croissance du continent africain est assurée. Il y a évidemment des obstacles, mais les chiffres plaident pour nous. J'ajoute 2 éléments très importants qui font que je suis optimiste. Le premier élément, c'est que nous voyons une accélération de l'émergence d'une classe moyenne. C'est important qu'il y ait une classe moyenne à 2 titres. D'abord parce que c'est dans cette classe-là qu'on trouve les entrepreneurs de demain pour les PME-PMI. S'il n'y a pas un tissu de PME-PMI, il n'y a pas de croissance possible. Et donc il faut une classe moyenne. Et deuxièmement, la classe moyenne fait preuve d'exigence. Elle a des exigences d'éducation, des exigences de consommation, des exigences de gouvernance. Et donc la classe moyenne et l'émergence d'une classe moyenne est un facteur tout à fait positif pour la croissance. Et puis le dernier facteur que je voulais évoquer, c'est celui de l'atmosphère et du climat. J'ai commencé par là, mais je conclurai par là, pour dire qu'il y a maintenant une vision optimiste de l'Afrique, et je dirais presque que l'Afrique est à la mode. Et ça, vous savez que pour les entreprises privées et le secteur privé que je représente, la confiance est essentielle. S'il y a une confiance dans un continent et dans les pays, les gens ou les entreprises vont investir. S'il n'y a pas de confiance, ils font leur choix. Je vous rappelle que les investisseurs et les entreprises privées, elles passent son temps à faire des choix dans ces investissements. Où est-ce que je vais investir? Si on lui montre un continent qui est en crise, où il n'y a pas de mouvement, elle va orienter ses choix dans d'autres continents. Eh bien aujourd'hui, le continent à la mode et porteur, c'est l'Afrique, et pour longtemps, il faut donc saisir cette chance. Madeleine Baird, on a coutume de dire que le secteur privé a une avance sur le secteur public. Quels sont les indicateurs qui vous ont amené à prendre conscience qu'il était temps d'accompagner cette transformation du continent?
Écoutez, moi je voudrais simplement vous dire que le secteur privé est déjà en mouvement. Le secteur privé, effectivement, est un acteur indissociable de la transformation. Nous sommes les acteurs principaux de cette transformation. Le secteur privé souhaite simplement qu'il y ait une confiance, que cette confiance soit restaurée, parce que nous sommes des acteurs indéniables, indissociables de la transformation. Pour qu'un opérateur économique privé puisse investir dans un projet, il lui faut un cadre. Il lui faut un cadre, il faut qu'il soit rassuré. Pour qu'il puisse investir dans un partenariat public-privé, il faut qu'il ait un cadre qui va le rassurer sur la sécurisation de son investissement, la sécurisation de son capital humain. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'aujourd'hui, les entreprises du secteur privé, d'une façon générale, le secteur privé, doit se prendre en charge. Nous devons assumer cette responsabilité et mettre au service de nos pays le savoir-faire qui est le nôtre, la gouvernance qui est la nôtre. Mais malheureusement, nous sommes souvent un peu confrontés à ces blocages inhérents qui dépendent des gouvernants, des politiques. Je vous dirais encore une fois, on revient souvent sur ce sempiternel problème de l'intégration économique, mais c'est un facteur relativement bloquant parce que le secteur privé du Rwanda ou le secteur privé du Cameroun ou le secteur privé du Gabon n'arrivent pas aujourd'hui à mutualiser leurs efforts. Alors même qu'en investissant ensemble dans des projets structurants, on pourrait effectivement faire des économies d'échelle. Je dirais par exemple, vous allez créer une entreprise dans le domaine énergétique dans un pays de la CEMAC qui n'est pas très peuplé. Pourquoi ne pas faire bénéfice de cet outil-là à un autre pays voisin et faire des économies d'échelle? Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que l'Afrique bouge, le secteur privé est un acteur indissociable. Il nous faut nécessairement et impérativement, et j'insiste là-dessus, avoir des cadres de concertation. On ne peut pas avancer ensemble dans le projet d'un développement si on n'a pas la concertation, parce qu'inéluctablement, le secteur économique est celui qui est l'acteur majeur, c'est celui qui crée la croissance, c'est celui qui crée la richesse, c'est celui qui crée les emplois. Donc je pense qu'aujourd'hui, les indicateurs sont là, on les voit, mais on a souvent l'impression d'être confronté à des difficultés économiques qui dépendent bien évidemment des politiques mises en place. Clara Akamandzi, le Rwanda est cité en exemple. On a vu les bonds vertigineux qu'il a fait en l'espace de 20 ans. Quelles ont été les clés du succès rwandais en matière de transformation? Thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord dire le plaisir que j'ai à être ici. Je remercie le gouvernement gabonais et l'organisation. Sur la question de savoir ce que le Rwanda a fait pour aider le secteur privé, on en a parlé pendant l'ensemble de la conférence. Aucun pays ne peut développer son économie de façon durable sans le secteur privé au centre. Ceci est très clair. L'autre point qui a été dit de façon très claire est que l'Afrique présente un potentiel fantastique. Si on veut l'optimiser encore, on ne peut plus continuer sur le modèle actuel. Il faut trouver des façons d'accélérer la place du secteur privé. La question suivante est comment le fait-on? Comment le fait-on de façon pratico-pratique afin de pouvoir utiliser toutes ces opportunités et accélérer encore une fois cette croissance et le rôle du secteur privé. Ce que nous avons fait au Rwanda, nous avons besoin d'un environnement pour le business extrêmement qui donne de la confiance. Ce que nous avons fait, nous avons regardé tous les outils de mesure économique pour pouvoir conduire des activités économiques. Les rapports sur l'économie, les rapports sur la compétitivité, les rapports sur les réformes à mettre en place au niveau par les gouvernements. Nous avons regardé les différents critères, les meilleures pratiques, ce qui se passait à Singapour, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, les pays qui ont très bien réussi.
Quelles étaient les façons de bien faire, ce qui nous a donné de très bons exemples à mettre en place très rapidement, de telle façon que l'on puisse se rendre compte que ces transformations se font de façon extrêmement rapide. Nous avons commencé à mettre en place un certain nombre de réformes. Par exemple, nous avions avant un certain nombre de mesures administratives qui prenaient du temps, 16 jours, pour monter son entreprise. Donc on est passé de 16 jours à 6 jours. Ça ne coûte plus que 50, ça coûtait $50, ça coûte 0 et on peut le faire en direct, online. Si vous voulez le faire au Rwanda, voilà la façon dont vous pouvez le faire aujourd'hui. Et ça, c'est bien. Merci. Voilà ce qui crée la confiance. Et il y a aussi l'infrastructure. Et on en a parlé tout au long de cette conférence. Nous savons que nos pays ont des ressources, mais qu'il n'est pas facile de mettre en place ces infrastructures. Au Rwanda, nous avons essayé de mettre en place des conditions attractives pour faire des partenariats privés-publics, par exemple l'électricité. Évidemment, les usines ont besoin d'électricité. Nous avons mis en place une structure gouvernementale par laquelle nous garantissons que les producteurs d'électricité ont des garanties. Si, par exemple, leur production ne peut pas être achetée, eh bien, ils auront des garanties quand même d'achat. De telle façon donc qu'on puisse aider le secteur privé à mettre en place l'ensemble de ces ressources d'infrastructures. Il faut aussi regarder et s'attarder sur le fait que le secteur privé puisse mettre à disposition ce qu'il doit faire et ainsi mener l'économie. Au Rwanda, je veux juste ici décrire un processus. Un des défis que nous avons, et nous avons pris une mesure à court terme. Nous avons enlevé les demandes et les nécessités de permis de travail avec nos pays voisins. Nous avons également permis que les étudiants puissent venir étudier au Rwanda et vice-versa. Nous avons développé les partenariats avec des universités privées pour améliorer le niveau de l'éducation au Rwanda. Par exemple, vous avez le classement des meilleures écoles d'ingénieurs aux USA. Nous avons mis en place une structure extrêmement innovante, de telle façon que le gouvernement et le secteur privé puissent travailler ensemble et avoir une école de très haut niveau. Et ceci nous permet de saisir les opportunités que le continent africain propose aujourd'hui. Étienne Giraud, Clara Cavenzi. Il y a public-privé. Comment faut-il procéder pour que les actions conjointes répondent vraiment aux attentes des populations? Oui, Denise. Moi, je vais vous faire part d'une conviction très forte, d'ailleurs qui est partagée. Ça n'est pas une grande nouveauté, mais cette conviction, elle doit être partagée par tous les acteurs qui travaillent pour le développement, que ce soit les entreprises, les États, les institutions internationales, la presse, les jeunes, tout le monde. C'est que seule l'entreprise est créatrice de richesse. Seule l'entreprise est créatrice de richesse. On a vu de la croissance sans État. Ça existe. Mais on n'a jamais vu de croissance sans entreprise. Ça n'existe pas. L'État peut créer des emplois. L'État ne peut pas créer de richesse pour la simple et bonne raison que pour payer ces emplois, l'État est obligé de prélever des impôts, des droits de douane, et qu'elle va les chercher, évidemment, dans le secteur créateur de richesse de l'économie, que sont les entreprises. Donc l'État, en revanche, a sa responsabilité. Loin de moi l'idée de dire que l'État ne compte pas. L'État est là pour, à mes yeux, exécuter 3 missions essentielles. La première, c'est l'arbitre. L'État, il est là pour fixer les règles du jeu. Le droit, l'état de droit, la bonne gouvernance, les règles sociales et le fonctionnement général de l'économie. Deuxième sujet dans le rôle de l'État sur lequel je voulais insister beaucoup, c'est la stabilité fiscale et la stabilité réglementaire. Une entreprise prend des risques. Investir, c'est prendre un risque. Ça peut marcher, et l'entreprise va faire du bénéfice. Ça peut ne pas marcher, l'entreprise va perdre sa mise.
Et les actionnaires vont perdre leur mise, que ce soit une PME ou un grand groupe. Si les règles changent, et ça je répète et je rappelle que c'est absolument insupportable pour une entreprise, si les règles changent, l'entreprise ne viendra pas. Ça n'est pas le taux d'imposition, par exemple, qui peut être un sujet. L'État est régalien pour fixer le taux d'imposition. C'est le changement des règles ou l'application injuste des règles. Donc une stabilité. J'en profite, puisque j'ai parlé de profit, pour dire que le profit, d'abord ça n'est pas un gros mot, mais au-delà de ça, c'est compatible avec le développement et la croissance. Sans profit, il n'y a pas de croissance. Donc une entreprise qui fait du profit est une bonne chose pour la croissance du pays. Et le troisième point sur lequel je voudrais insister dans le rôle de l'État, c'est l'éducation. Nous autres, secteur privé, on est tout à fait conscients que l'Afrique fait face à un problème d'éducation. Hier, il y avait ici une table ronde où des chiffres très intéressants étaient donnés. Au CIAN, nous avons fait une étude sur à peu près une vingtaine de pays où on a interrogé tous nos membres en ce qui concerne leurs besoins de jeunes diplômés. Qu'on ne se trompe pas, les besoins que l'économie a, ce sont des diplômés environ de niveau Bac-2 à Bac+3. Évidemment, on a besoin de super diplômés pour former les dirigeants de demain. On en a besoin, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais la grosse masse des diplômés, c'est des techniciens bien formés jusqu'à Bac+3. Donc, nous prenons un partenariat entre l'État et le privé pour régler toutes ces questions. Des réglementations sociales, des nouveaux taux d'impôt. L'État ne doit pas être une entrave au développement de l'économie, mais doit être une aide. Et quelquefois, ou parfois, encore malheureusement trop souvent, l'État apparaît comme une entrave car il prend des mesures de protection de la production intérieure ou pour contrôler les prix de la consommation à l'intérieur. Il va ériger des droits de douane. Pour payer ses fonctionnaires et pour assurer son propre budget, il va taxer lourdement et trop lourdement les entreprises, quitte à mettre en cause leur compétitivité. Et donc, des idées que l'on peut comprendre, des motifs que l'on peut comprendre peuvent avoir des effets totalement inverses et vont tuer l'économie. Donc ça passe par le dialogue et le partenariat. Au fond, la croissance, c'est comme un avion avec deux réacteurs. Vous savez que si la poussée d'un des réacteurs n'est pas la même que l'autre, l'avion tombe. Il faut que les deux réacteurs aient exactement la même poussée. L'entreprise, elle crée de la richesse, c'est un réacteur. L'État, il crée les règles du jeu et les conditions et le climat propice aux affaires, et c'est le deuxième réacteur. Et il faut que tout ça se parle au milieu de la carlingue. Donc nous sommes pour le partenariat, dans le respect des autres. Il ne faut pas attaquer l'entreprise parce qu'elle fait des bénéfices, mais l'entreprise doit aussi comprendre que le rôle de l'État est ingrat et très difficile. Il doit savoir se mettre à sa place et l'écouter. Et il faut évidemment que tout cela se passe sans ingérence. Voilà pour le quoi on plaide. Madeleine Baird, depuis l'ouverture de ce New York Forum Africa, le secteur de l'éducation est apparu comme un secteur prioritaire, mais s'il y avait d'autres secteurs à citer, parce que pour la transformation du continent, tous les secteurs sont prioritaires. S'il fallait rallonger la liste, lesquels retiendrez-vous? La liste serait très longue, parce qu'on a tellement de choses à faire dans le continent. Je dirais que je confirmerai que l'éducation et la formation est au cœur, parce que c'est effectivement ce qui porte ensuite le savoir-faire et la croissance. Je dirais également la santé, parce que sans une santé forte, on ne peut pas avancer. Et je devrais résumer les infrastructures également, pour mettre en relation tout le monde, pouvoir permettre effectivement les échanges. Sans le monde aujourd'hui, on ne peut rien. Si on n'a pas un réseau routier, on ne peut rien faire. Si on n'a pas un réseau ferroviaire, on ne peut rien faire. Si on n'a pas un réseau maritime, on ne peut rien faire. Et également, je dirais, les nouvelles technologies, parce que nous sommes aujourd'hui dans une économie de mondialisation, une économie où le Gabon, je dirais, d'ailleurs c'est pas un lapsus, j'assume, où le Gabon aujourd'hui est placé sous une forte visibilité, parce que tout simplement aujourd'hui, l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. Donc vous avez tous ces réseaux, Facebook, Twitter, etc., qui sont des relais sociaux effectivement forts, ou les médias, qui permettent aujourd'hui de porter l'Afrique. Et je pense que ces infrastructures-là sont indissociables et indispensables pour la transformation de notre continent. Il faut vraiment qu'on prenne notre responsabilité et qu'on accepte cette mutation et qu'on accepte d'être aussi les acteurs de cette mutation. Pour ça, il faut y arriver. Clara Kamandzi, comme la question que j'ai posée en ouverture de ce panel à Étienne Giraud, pourquoi aujourd'hui vous croyez en l'Afrique ? Well, Bien. Je crois, j'ai confiance en l'Afrique parce que
L'Afrique a montré un niveau d'optimisme que nous n'avons jamais atteint jusqu'à maintenant. Premièrement, le taux de croissance. On a un taux de croissance aujourd'hui, un taux de croissance de 5 à 6%. Le Rwanda, on est à 7 ou 8% par an depuis les 10 dernières années. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut évidemment capitaliser sur ce taux de croissance. On a une consommation qui se développe, le développement de classes moyennes. L'Afrique est beaucoup plus organisée, la stabilité politique est plus forte dans de nombreux pays. Donc tout ceci, au fur et à mesure, ouvre des opportunités. Pour pouvoir saisir ces opportunités, chaque pays doit avoir une stratégie sur la façon de saisir ces opportunités. Oui, il y a beaucoup de promesses, mais qu'est-ce que chaque pays va mettre en place pour attraper une partie de ces opportunités? L'Afrique ensemble, dans un ensemble, est effectivement une opportunité fantastique. Mais qu'est-ce que chaque pays met en place pour optimiser ces possibilités? Si on parle des secteurs, chacun devrait identifier clairement les secteurs dans lesquels on a un avantage compétitif et où on aura des résultats stratégiques. Donc, identifier chaque secteur important, le système, l'écosystème de ce secteur me paraît être quelque chose qu'il faut étudier de façon très importante. Before this session is over, I turn to the audience to see whether there are some questions. Une question là-bas. Pas de questions. Alors, Monsieur Giraud, Oui, moi, peut-être je voulais- encore un mot. Oui, encore un mot sur les secteurs à privilégier. Du côté de l'entreprise privée, il y a un secteur absolument clé sans lequel il ne se passera rien et on ne réussira pas, ce sont les infrastructures. Essentiellement dans deux domaines, l'énergie, l'électricité. Vous savez qu'un peu plus d'un tiers seulement des Africains ont accès à l'électricité, ce qui pour moi est un vrai problème, voire un scandale. Il faut absolument résoudre cela. Comment voulez-vous créer une entreprise, créer une PME, développer de l'activité en dehors des grandes villes s'il n'y a pas l'accès à l'électricité? Il en va de même pour l'eau. Et le deuxième sujet, c'est les transports. Alors les ports ont déjà fait beaucoup de progrès, mais il reste les chemins de fer qui sont aussi, je crois, en cours d'évolution, mais les routes et le transport aérien. Il faut réussir le désenclavement des pays de l'intérieur. L'Afrique, c'est 54 pays, c'est un certain nombre de pays qui ont une façade maritime, mais il faut évidemment développer, pas uniquement dans les ports, mais partout, autrement ce ne sera pas une croissance durable et inclusive. Donc les transports, aussi bien routes qu'aériens, sont une nécessité absolument essentielle. Et pour finir, je voudrais, pour finalement résumer tout le bien que l'on pense de la situation actuelle, mais les risques à surmonter aussi, c'est que j'ai envie de dire aux États, laissez les entreprises travailler, favorisez l'environnement, laissez-nous travailler, faites-nous confiance. Et aux entreprises, j'ai envie de dire, osez, osez, osez. Investissez en Afrique, c'est maintenant qu'il faut le faire. Nous avons devant nous 30 ans de croissance quasi assurée. C'est probablement le seul continent où il y aura autant de croissance. Ne laissons pas passer cette occasion, aussi bien pour le développement du continent que pour notre profitabilité. Et causons avec les États, ayons de la coopération, parlons avec eux, et à ce moment-là, l'avion de la croissance dont je parlais avec les 2 réacteurs, il ira tout droit jusqu'à 40 000 pieds. Madeleine Berge, je vous ai vu sourire quand Étienne Giraud a dit qu'il fallait que l'État laisse les entreprises travailler. Donc vous partagez cette position? Oui, je partage entièrement cette vision parce que le secteur privé a besoin de se sentir serein
de se sentir dans un climat de confiance. Et il est vrai que, force est de constater que l'État, parfois, soit par excès de régulation, soit par excès d'émissions, va effectivement freiner ce dynamisme-là. Moi, ce que je pourrais dire en ce qui concerne l'implication du secteur privé, je pense qu'il est important que chaque acteur joue son rôle. Le secteur privé a un rôle important parce que, comme le disait M. Giraud, c'est quand même les entreprises du secteur privé qui créent la richesse et qui créent la croissance. Chacun doit rester dans son rôle. L'État, en revanche, a une obligation, c'est d'accompagner. C'est d'accompagner, c'est-à-dire de mettre les cadres qu'il faut, un cadre des affaires, un cadre de facilitation, et ne pas être finalement un acteur qui va effectivement créer des freins. On est dans un environnement où on encourage l'entrepreneuriat, qu'il soit jeune, qu'il soit senior, en reconversion, etc. Il faut avoir à l'esprit de faciliter cet état d'esprit. On ne peut pas entreprendre, on ne peut pas investir lorsque l'État ne nous met pas en face de nous une administration compétitive qui accompagne la croissance. Le service public de l'État est de permettre aux entreprises du secteur privé de se déployer. Et je pourrais encore conclure en disant il faut qu'il y ait la confiance. Un investisseur, quand il arrive, ou un entrepreneur, quand il met des capitaux dans son panier, c'est parce qu'il veut que ça fructifie. S'il va faire un partenariat public-privé avec l'État, il faut que l'État joue son rôle. L'État doit être en concertation avec le secteur privé. Il ne faut pas que l'État, qui est en amont de la politique gouvernementale, oublie et ignore qu'en aval, ce sont les acteurs du secteur privé qui jouent leur jeu, que ce soit dans l'éducation. Parce que si on n'est pas en concertation en amont, eh bien en aval, nous, au moment où on doit recruter, on est bloqué. Que ce soit au niveau des politiques de régulation, il faut savoir pourquoi on régule et qu'est-ce qu'on régule. Il ne faut pas que ce soit des régulations qui finalement ne viennent pas accompagner la croissance ni la construire, mais qui viennent en revanche être un souci, une contrainte supplémentaire, alors même que nous avons tout besoin d'avoir cette sérénité pour investir et nous déployer et mutualiser nos efforts. Clara Camandi, je voudrais, avant de vous laisser la parole, je voudrais qu'on revienne un instant sur l'intégration dont a parlé Madeleine Baird tout à l'heure, en disant qu'elle pouvait être un accélérateur de cette transformation. Que pensez-vous? L'intégration. I very much. Je crois profondément que l'intégration régionale ou que plus d'intégration au sein de l'Afrique nous permettra de résoudre beaucoup de problèmes. Un exemple dans notre région, nous avons tous, il y a cette communauté africaine dans la région sud-est Afrique. Nous avons fait une étude au sein de cette région qui nous dit que si chacun apporte ce qu'il a de mieux, par exemple, un pays, le Rwanda est très bon dans le début dans des activités, le Kenya dans un autre domaine, etc. Et si on prend les meilleurs aspects de chaque pays, alors cette région serait un des 10 meilleurs endroits pour investir. Mais si chaque pays essaye d'être le meilleur dans tous les domaines, on n'y arrive pas. Je voudrais rajouter que l'un des éléments clés, un des problèmes clés que nous avons encore, est que nous avons de plus en plus de multinationales made in Africa, avec des multinationales présentes dans beaucoup de pays africains. Mais c'est encore pour l'instant difficile aux travailleurs d'aller d'un pays à un autre. Donc vous avez une multinationale dans un pays A, B ou C, et il est très difficile de bouger les personnes ou d'utiliser les ressources dans un pays A, B ou C à cause des problèmes de visa. Si nous réglons le problème des visas, alors ça sera tellement plus facile de faire des affaires. Ce que nous avons fait au Rwanda, c'est que nous avons éliminé les exigences que nous demandions auparavant pour venir au Rwanda. Si vous avez un passeport africain et que vous vous montrez à la frontière du Rwanda, eh ben, vous pouvez rentrer. Et donc, de ce fait,
le nombre de touristes africains a atteint 1,1 million de personnes, ce qui n'était jamais arrivé. Les bénéfices directs, voilà un bénéfice direct. Enfin, certains pays ne peuvent pas produire des produits qui seront exportés. Et donc, nous pouvons optimiser un certain nombre de choses. Par exemple, en Éthiopie, ils peuvent vendre et exporter à partir de l'Éthiopie. Si nous regardons chaque pays et que nous travaillons à une meilleure intégration, alors nous trouverons des solutions au niveau d'un groupe de pays. Vous n'avez pas la même souplesse. Non. Nous n'avons pas la même souplesse au niveau de la CEMAC. Je sais, il faut être honnête, moi quand je pars, je vais en mission professionnelle au Cameroun, je demande un visa. Quand je vais au Congo, je demande un visa. Il faudrait effectivement que les gouvernants peut-être s'intéressent un peu plus à la question. Au niveau du secteur privé, par exemple, nous avons une fiscalité qui est régie par la CEMAC. Ce serait bien effectivement que ces cadres-là soient revus. Mais je pense qu'il s'y attelle, je pense qu'il s'y attelle. Est-ce qu'on va peut-être prendre une question dans la salle, s'il y en a? Oui, monsieur? Bonsoir, Faisal Kederi. Ma question est la suivante. Ça concerne... on a vu que le partenariat public-privé pouvait apporter ses fruits, même si le public tout seul ne peut pas générer de la croissance, mais il peut contribuer à travers les infrastructures, la réglementation et tout ce qui suit. Et ma question est la suivante. Pouvez-vous nous donner un exemple de partenariat public-privé qui est réussi et quels sont les critères ou les facteurs de réussite pour le prouver à l'audience et à moi-même, et un partenariat public-privé qui a échoué et quels sont les critères également ou les facteurs de cet échec? Merci. Qui veut répondre, monsieur Étienne Giraud, peut-être? Je peux donner deux exemples. La privatisation des services publics en Afrique est en marche depuis une dizaine d'années. Évidemment, il y a quelques échecs, mais d'une manière générale, c'est un succès. Et les objectifs de chacun ont été respectés. Objectif de service public édicté par l'État et désir de profitabilité et apport de cash et d'argent nécessaire pour faire les investissements par le privé. Donc oui, ça peut marcher. Et il m'en vient un autre à l'esprit qui est totalement d'actualité. J'ai parlé tout à l'heure de l'éducation. Je pense que le privé ne peut pas se contenter de dire à l'État « améliorez votre système éducatif et former les jeunes de manière à les mettre sur le marché du travail. Et nous, on les prendra en fonction de la qualité qu'ils ont acquise. » Je pense qu'il faut le faire en partenariat. Je m'explique. Les institutions de formation, les enseignements, notamment supérieurs, et notamment pour la partie technique et technologique, devraient être en discussion et en partenariat permanent avec les entreprises pour adapter leurs programmes aux besoins de l'économie. Il n'y a pas de honte à ça. Pardon, mais nous n'avons pas besoin de dizaines de milliers de sociologues, car ils ne vont pas trouver d'emploi à la sortie de leur étude. On a besoin de techniciens ou de personnes qui savent remplir des jobs qui les attendent. Autrement, collectivement, nous allons échouer. Les sociétés et ce continent ne pourra pas s'en sortir s'ils ne donnent pas du travail aux 20 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans. Est-ce que vous vous rendez compte du défi que l'on a? Il faut donc que la formation des jeunes soit adéquate avec les besoins. Quant du côté de l'entreprise, outre le fait d'indiquer ses besoins, il faut que l'entreprise aussi joue le jeu et qu'elle accepte de prendre des quantités importantes de jeunes en stage pour que les jeunes commencent à découvrir le monde de l'entreprise. Et ensuite, si la formation est adéquate, non pas on ne peut jamais le garantir, mais qu'elle fasse tous les efforts pour accorder des filières de recrutement. Ça, il faut parler de ça, et il faut parler ensemble. Et comme l'enseignement est en général public, voilà un bon exemple de partenariat privé-public. Madeleine Baird, peut-être, ou Clara Kamandzi, un contre-exemple alors? I'd like to share an example of Je voudrais partager un succès en partenariat public-privé. C'est dans le domaine de l'informatique. Nous voulions accroître l'accès et augmenter le débit de l'Internet. Nous avions des avantages, nous avions déjà des actifs en place,
mais nous n'avions pas la technologie nécessaire pour passer à l'étape suivante. Donc, nous avons regardé et mis en place un partenariat avec une entreprise de télécom qui avait fait ses preuves en Corée, qu'elle comprenne bien les besoins que nous avions dans notre pays, également les risques que nous ne voulions pas prendre, et discuter ensemble quel était le type de partenariat que nous pouvions mettre en place, permettant ainsi de minimiser les risques, quels étaient les besoins du secteur public, les besoins qu'ils avaient eux, comment mettre en place un business plan, et enfin donner à cette société une période d'exclusivité de telle façon que plus d'acteurs puissent rentrer dans ce secteur. Nous devions ajuster la structure de ce contrat de telle façon que le secteur privé puisse faire de l'argent et qu'en même temps de nouveaux acteurs puissent rentrer. Madeleine et Clara Kamandzi pour ce panel consacré à l'accompagnement du secteur privé pour réussir la transformation du continent. Et je vous demande de les applaudir. Merci.